Donc c'est Asdin. Je commencerai par dire, j'espère que je ne vais pas être traité de ch'trou parce que je suis un fennec pur. Vous parliez de problèmes d'ingérence, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voudrais attirer, c'est qu'on est venu pour entendre quelque chose sur les raisons et sur les perspectives du mouvement Hirak. On n'a pas entendu parler beaucoup de choses, sinon ça a meublé à peu près 15 à 20% de la présentation. Vous aviez dit, il y a 3-4 ans, 2015 je crois. Moi, monsieur Omar Khtouf, je vous respecte beaucoup dans votre domaine. Mais là, dans l'analyse politique, je suis vraiment désolé. On n'a pas eu ce qu'on est venu chercher. C'est mon sentiment, hein. Peut-être que d'autres auraient pu en avoir. Peut-être, moi je vous propose Asdin, juste pour aussi encadrer, c'est mon rôle de modératrice, posant les questions. C'est-à-dire, vous estimez qu'il n'y avait pas, que ça n'a pas couvert certains des aspects, allez-y avec vos questions. J'arrive. Je me permets d'utiliser vous m'avez enlevé les 20 secondes là, allez, je vais vous les accorder en contrepartie, allez-y. Donc en Algérie, il ne faut pas faire d'analyse catastrophique par rapport à la crainte d'un bain de sang tel que ça a été présenté dans votre présentation. Parce que l'Algérie, on ne peut pas la comparer au Moyen-Orient, elle est différente, aussi bien culturellement, mais surtout géographiquement. Le prix, s'il y aurait un prix un bain de sang en Algérie, c'est l'Europe qui va le payer et c'est l'Amérique qui va en profiter, et je crois qu'ils en sont assez conscients. C'est pour ça qu'ils jouent la bienséance avec l'Algérie, tout en signant des contrats entre Espagnols, Total et Italiens, mais ils se préservent de se prononcer officiellement sur la crise politique algérienne. Donc la déstabilisation telle que l'auraient souhaité certains philosophes comme, je ne sais plus quel est son nom, je les oublie trop vite là. Raphaël Guzman. Guzman c'est quelqu'un d'autre, Henri Lévy. Je parle d'Henri Lévy. Et on est d'accord pour la décentralisation. J'aurais aimé entendre, j'aurais aimé savoir, est-ce que si, parce que dans le cas de l'Algérie, on aurait pu parler il y a deux façons de parler. Soit on est à l'intérieur du Hirak. Je ne vous ai pas vu souvent, monsieur Khtouf. Je vous ai vu les premiers jours. J'ai même entendu votre intervention. J'ai jugé qu'elle n'était pas en plein dans le mille. J'ai entendu dire l'article d'Al-Watan, votre émerveillement. On est émerveillé quand on est un bébé, on ne connaît pas les choses. La question que je pose, le deuxième cas, c'est le cas d'un spécialiste en question de politologie, en question de trucs. Et dans ce cas-là, on peut faire l'analyse, etc., et apporter une synthèse critique. La question que je poserai sur cela, c'est est-ce que votre rapport, il est en tant que spécialiste ou là en tant que quelqu'un qui vit le Hirak? Je vous remercie, excusez-moi d'être direct. Donc je vous dis, le modèle que vous proposez, effectivement, j'en suis parfaitement d'accord, c'est ce qu'il nous faut. Parce que le modèle néolibéral, comme on le voit, il génère que des guerres et puis il fait perpétuer l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, je suis d'accord. On a besoin, les Algériens se sont, c'est-à-dire révoltés pour justement chercher une certaine équité, une certaine justice dans la distribution des richesses, c'est clair. Mais par contre, moi, ma question à vous, monsieur Khtouf, vous connaissez l'Algérie, vous avez été là-bas, vous vous étiez promené, vous avez rencontré des acteurs là-bas et tout ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez vraiment à la faisabilité de ce projet en fonction des acteurs politiques ou des forces sociales qui sont en Algérie? Est-ce que c'est ça que moi c'est ça ma question, c'est la faisabilité de ce projet. Est-ce qu'on peut concrétiser ça? Merci. Tenant compte de l'islamisme d'abord, qui est néolibéral, qu'il faut dénoncer. Merci. Bonjour, moi je tiens aussi à vous remercier, et sachant que idéologiquement presque on est sur la même longueur d'onde, mais par contre, faites de l'argent, mais soyez gentils, ça je ne crois pas. Faites de l'argent, mais soyez gentils. C'est ce que vous avez dit. Oui, soyez gentils, c'est ça. Soyez gentils, faites un peu d'argent, mais soyez gentils, ne détruisez pas la nature, n'exploitez pas les ouvriers. Soyez gentils, ça je ne crois pas. C'est pour ça qu'à partir de la Constitution, c'est-à-dire... moi j'ai senti, désolé pour le truc là, mais j'ai senti ce que les jeunes rejettent, cette touche élitiste de quelqu'un qui fait de la pédagogie
économique, la pédagogie politique, mais avec une certaine approximation. Je vais prendre juste un petit exemple. Vous comparez un capitalisme américain, financier, à un capitalisme industrialisé allemand, sachant que le capitalisme industriel allemand, il a créé 10%, disons, des ouvriers allemands. Ils sont pauvres, ils gagnent de moins de 700 € par mois. Ça, c'est juste pour parler de cette approximation. Mais aussi, je n'ai pas trouvé des ponts. Le monsieur qui est passé là avant moi aussi, on n'a pas senti une présence de la réalité algérienne dans votre discussion. Ça, c'est des théories, oui, très universelles. On peut les appliquer partout. Par contre, il y a une certaine adaptabilité nécessaire à la conjoncture algérienne. Société conservatrice, c'est sûr que les sociétés, les oligarques algériens, parce que des fois, quand on va aller dans les pays occidentaux, on parle de modèle familial, on dit waouh, mais les oligarques algériens, c'est des sociétés à caractère, c'est des sociétés qu'on appelle ça des sociétés non collectives, c'est-à-dire c'est des sociétés généralement à caractère familial, mais c'est des oligarques. Voilà. Ça prouve juste la déconnexion avec la conjoncture. Merci. Bon, je ne vois pas très bien la différence. Vous savez, le Hirak, je l'ai commencé en 80, personnellement. En 80, j'ai été mis à la porte de l'Algérie parce que je commençais à dire que les dirigeants de l'Algérie étaient des bandits, des voleurs, etc. J'étais cadre à Sonatrach, professeur à l'université, et j'ai été mis à la porte de l'Algérie, donc le Hirak. Et j'ai écrit mon livre, donc Exil et la curée, 85, lisez-le, vous verrez. Donc le Hirak, je connais. Alors, vous ne m'avez pas vu souvent, vous dites au Hirak, j'étais présent peut-être une ou deux fois, mais c'est que par mon travail, je voyage énormément. Je donne 2 cours par semaine à HEC Montréal, je regroupe le même jour, comme je suis professeur titulaire, je fais ce que je veux, et le reste du temps, je suis invité un peu partout dans le monde et de plus en plus. Pourquoi? Parce que je suis invité au Maroc le 20 décembre, à l'université Mohamed V, qui est le centre institut de réflexion économique Maghreb, qui est situé à Rabat. Je suis invité de plus en plus depuis 2-3 ans, spécifiquement pour cette critique articulée du néolibéralisme, parce qu'on est très peu d'économistes et de gens de politique économique à avoir développé cette critique. Donc au Maroc, je suis invité spécialement, et c'est l'invitation le dit, nous vous invitons pour vos travaux que vous avez développés qui critiquent l'idéologie du développement dominante parce que le Maroc veut en sortir. Alors, le Maroc va nous battre. Le Maroc, il n'a pas de Hirak, il n'a rien du tout, mais les universités, moi j'aimerais bien que l'université d'Alger m'invite pour faire ça. Il n'y a pas une université en Algérie qui m'a invité, à part l'université de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Bon, mais l'université marocaine m'invite. L'université tunisienne, j'y étais avant. Alors voilà pourquoi on ne m'avait pas vu souvent au Hirak. Ici, c'est tout simplement qu'entre 2 cours que je donne le mardi, je prends l'avion le mardi soir et je reviens le dimanche soir, le lundi, etc. Bon. Mais je l'ai fait à Alger et j'aurais essayé de tout cœur tous les dimanches si j'étais là et si les circonstances le permettaient. Bon, alors je réponds, si j'analyse en tant qu'expert ou en tant que... Je ne vois pas la différence. Disons que je suis un peu les deux. Le Hirak, l'Algérie, telle qu'elle est, je la rejette depuis 1980, depuis 1975, exactement. 1975, j'ai commencé à voir ce qu'allait se dessiner, et la rupture avec l'Algérie s'est faite en 1975 pour ce qui me concerne. Enfin, l'Algérie. Avec le système. Le pouvoir, le système, bien sûr, bien entendu, le système. Ouais. Donc, alors, c'est avec les 2 chapeaux que je parle. Révolté contre le système algérien et expert parce que j'ai fait quelques études. J'ai écrit, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai publié. Donc, alors, est-ce que mon analyse vous semble bancale, etc. Vous êtes venu pour entendre les raisons de... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une mésentente sur le titre. Moi, le titre, c'était les raisons et les possibilités, etc., de la constitution, du processus constituant. Les raisons du Hirak, j'en ai parlé dans une autre conférence que j'ai faite je ne sais plus, il y a 2 mois. Ici, vous exposez toutes les raisons pourquoi l'Algérie se soulève aujourd'hui.
Donc il y a peut-être mésentente là-dessus. Vous vous attendiez à les raisons sur le Hirak, mais les raisons c'était la Constitution, la Constituante, et pourquoi un changement de... J'ai dit qu'il y a 80% de trucs et à peine 20%, 15-20% sur ce qu'il y a en Algérie, ça a été expédié. Oui, mais bien sûr. Mais moi, mon titre, c'était les raisons et le processus de constituante. C'est là-dessus que j'ai mis le plus d'emphase. Bon, donc je sais pas si ça répond à votre question. Bon, plus ou moins. La deuxième question, c'était par rapport à la faisabilité du projet que vous avez décrit, par rapport aux forces qu'il y a en Algérie, notamment un peu le risque des islamistes et qui sont, corrige-moi si j'ai tort, Akli, c'est ce que tu disais, qui sont eux-mêmes des libéraux et un peu. Est-ce que c'est réaliste en fait ce que vous proposez? Est-ce que vous prenez en considération la composante de la société algérienne et les forces politiques qu'il y a en Algérie? Ma réponse est oui, catégoriquement. Parce que le peuple algérien, comme je l'ai dit en préambule, cette crise est une crise qui se situe dans une crise mondialisée. Donc le peuple algérien, comme tout le reste des peuples de cette terre, n'ont que trop souffert du néolibéralisme. Alors le peuple algérien, qu'il soit un Algérien, qu'il soit islamiste, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit tout ce que vous voudrez, il souffre de la même façon du néolibéralisme. Et donc, quelle que soit la façon dont on remet en question ce néolibéralisme, on ne peut en sortir qu'en étant anti-néolibéral. C'est tout. Donc tout système anti-néolibéral, quel qu'il soit, sera le bienvenu en Algérie. Et je ne vois aucune raison pour que ça ne s'applique pas en Algérie. Si ça, c'est bien exprès que j'ai pris là. J'aurais pu prendre bien d'autres pays, j'aurais pu prendre l'Islande, etc., la Malaisie. Pourquoi tous ces pays dont j'ai parlé, de la Bolivie jusqu'à l'Équateur, etc., c'est pour montrer que quel que soit le pays, c'est faisable. Arrêtons cette espèce de métaphysique, de super spécificité algérienne, où en Algérie, il n'y a rien d'universel qui peut s'appliquer. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. L'Algérie, c'est des êtres humains, c'est un peuple, c'est une société, et comme tout être humain, comme tout peuple, comme toute société dans ce monde, on souffre des mêmes choses. Et les choses dont on souffre, eh ben, on doit se battre contre. Et puis c'est tout. Alors, spécificité algérienne, qu'est-ce que c'est? Bon, Kabylie, pas Kabylie, je ne sais pas, Mozambique, etc., etc. Bon, ça, tout le monde se sent algérien. Je l'ai vu, j'ai marché avec le Hirak à Alger. Je n'ai vu que des Algériens qui se respectaient. J'en ai vu même des jeunes qui étaient habillés de façon hyper excentrique, mais qui étaient complètement... personne ne faisait attention. Algérien, point à la ligne. Alors, s'il vous plaît, non. Si c'est applicable en Algérie, oui, 1000 fois oui, mais il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante qui représente toutes les sensibilités algériennes et que cette assemblée constituante soit encadrée, comme je l'ai dit, par des gens qui sont experts, notamment en affaires de politique économique, pour qu'on sorte du néolibéralisme. Si on sort de ça, quelle que soit la façon, c'est bon pour l'Algérie. Que pensez-vous, c'est-à-dire s'ils peuvent céder ou s'ils peuvent à un moment donné négocier une sortie de crise pour l'Algérie? Et merci beaucoup. Qui doivent négocier, excusez-moi. Qui doivent négocier, bien sûr, avec le Hirak, avec la population, une certaine sortie de cette crise. Si vous avez, c'est-à-dire des informations, s'ils peuvent accepter en quelque sorte à négocier une sortie pour de la crise de l'Algérie. Merci beaucoup. 2 à 5 ans, on avait vu dans différents pays, et aussi pour certains où il y avait un leader donc, bien identifié qui pouvait mener donc, toute l'action autour de ces modèles. Ma question c'est l'applicabilité de ce genre de modèle dans le contexte algérien par rapport au délai, dans un contexte de Hirak, et l'applicabilité aussi par rapport au fait qu'en Algérie le Hirak est un phénomène émergent qui va prendre son rythme pour faire donc, émerger des leaders, pour faire, donc est-ce que c'est vraiment applicable dans notre contexte? La deuxième question, c'était sur un point essentiel où vous parliez de l'esprit d'une nouvelle constitution. Vous aviez identifié 2 points, la décentralisation et la fonctionnalité. Donc ma question, elle est par rapport à la décentralisation. Comment est-ce que vous voyez une décentralisation de la gouvernance
Et comment est-ce que cette décentralisation n'irait pas toucher, par exemple, l'intégrité de l'Algérie en tant que pays, en basculant sur un régionalisme, sur des aspects qui sont assez négatifs, si jamais on va vers des problématiques de ce genre? C'est une bonne question. Bonjour tout le monde. Bienvenue, professeur. Ça fait un plaisir de vous écouter et de vous lire. J'ai des questions. La première question, c'est professeur, est-ce que vous êtes un professeur, vous êtes l'un des émérites professeurs qui réfléchit au système économique mondial. Vous, étant issu de l'Algérie, est-ce que vous avez pensé, quand vous avez dit il y a 12 modèles économiques capitalistes, sans citer le marxisme, le socialisme, enfin, est-ce que vous avez pensé en tant qu'Algérien à un nouveau système qui repose sur la culture, comme disait l'Algérienne de Saïda, la culture algérienne, et qui va être, si vous avez commencé à réfléchir à ça, vous avec d'autres. La deuxième question, c'est que en Algérie, vous avez dit que le pouvoir, c'est le pouvoir du dollar, le pouvoir de la richesse. En Algérie, avant, c'était le pouvoir de l'armée sous la légitimité révolutionnaire. On a vu l'armée des frontières, comment elle a pris le pouvoir, comment il désigne, jusqu'à aujourd'hui. C'est le cabinet noir de Bossof, l'armée qui a fini malheureusement pour lui. Ben, tant pis pour lui, entre parenthèses, parce qu'il a servi son maître et il a fini par... et continue jusqu'à date d'aujourd'hui. Ce n'est pas réellement l'argent qui a fait l'Algérie depuis les années. C'était, si vous vous rappelez bien, c'était l'Ishtera qui a mabda l'argent à fait, c'était la révolution agraire, c'était le pouvoir de la classe moyenne. Mais le pouvoir réel n'était pas au peuple, il était entre les mains d'une secte de l'armée qui est les services secrets, le SM comme disait Matoub, même au sein même de l'armée, pour grimper les échelons. Si vous n'avez pas un tampon de SM, vous ne pouvez pas aller plus loin que adjudant. Hein. Adjudant, vous pouvez faire entraîner les soldats, mais pour monter, grimper, il faut avoir le sceau. Pour désigner un wali, le wali dans le passé était toujours un militaire. Ce n'est que récemment que les sortants de l'école nationale d'administration commencent à occuper les postes de chef d'IRA, de wali, mais c'était toujours des militaires. On voit actuellement l'exemple éclair, Gaïd Salah, qui se prend pour un empereur, la mafia, l'oligarchie de l'argent n'est apparue que dans l'ère de Bouteflika, réellement comme ça, pour l'image flagrante. Donc, dans votre... quand vous avez présenté, vous avez, je ne sais pas, moi, vous avez beaucoup plus accentué, mais en Algérie, j'ai l'impression qu'il y a un autre phénomène, comme a dit notre collègue, ce que je viens de vous dire, toutes les désignations, tous les présidents en Algérie, ils étaient désignés par l'armée, le wali, tout. Je pense que vous avez un peu, vous n'avez pas parlé de ça. Merci. Très bien. Donc, voilà. Alors, le pouvoir algérien m'ignore depuis 40 ans, mais tout d'un coup, cette fois, pourtant c'était pratiquement un voyage privé, quoi. C'était des amis qui organisaient des choses pour moi, et c'était pas d'annonce, pas de rien du tout. Et comme par hasard, quelques jours avant de partir, je reçois des invitations de rencontres de gens qui sont maintenant candidats et des ministres, 3 ou 4, qui voulaient venir chapeauter un séminaire que je devais faire pour un institut important en Algérie pour les cadres, etc. Et j'ai dit non. Non, je ne vois personne. Voilà. Et la personne qui organisait mon séminaire pour les cadres, je ne dirais pas quel ministère, m'a appelé d'Alger pour me dire, écoutez, mais le ministre qui vient avec d'autres ministres, avec une quinzaine de personnalités, c'est Omar Aktouf, notre grand penseur. Tout d'un coup, je suis devenu une personnalité importante pour l'Algérie. Et j'ai dit, bon, ben, écoutez, vos ministres, là, s'ils viennent, ils s'assoient dans la salle, et ils écoutent comme tout le monde. C'est tout. Et j'ai dit, vous êtes sûr? Je dis, s'il y en a un
qui se lève pour aller vers le micro, je sors. C'est tout, pas compliqué. Il m'a dit non, non, pas de problème, pas de problème. Les Algériens, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ils viennent, c'est sûr, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, ah, pas de problème, pas de problème. Alors moi je téléphone à un ami bien placé, je lui dis écoute, ça ne pas de problème, moi je ne fais pas confiance. Alors vérifie, si c'est sûr que tous ces ministres, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, d'accord. Sinon, répète-lui bien comme il faut, que s'il y en a un qui se lève, je sors. Il m'appelle le lendemain, il me dit, le séminaire a été annulé. Ils annulent des formations pour des cadres algériens qui n'auraient peut-être pas dans leur vie, enfin, c'est pas pour me vanter, mais ce que je dis, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels qui font les critiques et les analyses que je fais. Ils les privent pour des raisons d'égo. Bon, donc, ces gens-là, je n'ai vu personne. Mais par contre, j'ai vu des personnalités, disons, amis, clandestins, plus ou moins, droite à gauche. Mais non, la grande majorité des opinions, c'est qu'il faut que le système dégage. Il n'y a pas photo. Je n'ai pratiquement pas vu ni entendu une seule voix disant le contraire. Le système doit dégager. Point à la ligne. Alors on ne va pas jouer sur les mots. Alors j'ai vu des articles comme ça, les analyses qui disaient donc il faut enlever même le commis de mairie, je ne sais pas quoi. C'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire enlever le sommet et ce qu'il y a avec le sommet. Voilà, c'est ça. Dégager et on bon. Donc, alors voilà, ce que j'ai entendu, c'est clair, et puis moi, je suis partisan de ça, et je pense que c'est ça, j'espère que c'est ça qui va arriver, que d'une façon ou d'une autre, ce système va dégager. Il doit dégager, il n'y a pas d'autre solution pour un futur pour l'Algérie. Un système recyclé et revampé et redécoré qu'on nous prépare, personne n'est dupe. Qui va accepter ça? Personne. Bon, donc ma réponse, j'espère qu'elle est claire, c'est non, c'est le Hirak et dégagement du système. Alors la question était par rapport à l'application des modèles que vous avez cités, vu un peu les délais, vu un peu la structuration du Hirak lui-même. Donc comment est-ce que cela est possible en Algérie en fait en fonction de cette nature qui est le Hirak avec les délais courts. Puis peut-être l'autre aussi pour enchaîner, c'était... Non, il parle. Donc là, c'est la faisabilité, les délais, etc. Écoutez, j'ai vu ça au Brésil, et j'ai vécu ça en Équateur, et j'ai vécu ça en partie en Tunisie. Bon. Donc, au Brésil, par exemple, il n'y a pas eu de constitution, il n'y a pas eu de changement de constitution parce que Lula n'a pas hérité de tous les pouvoirs. Il a hérité du pouvoir présidentiel et une partie du Parlement. Tout le reste est entre les mains des néolibéraux et des partis adverses. Mais ce que j'ai vu au Brésil, c'est... oui, ça va peut-être parler un peu de la décentralisation. La ville de Porto Alegre, qui est une ville du sud riche du Brésil, et on est un exemple dans le monde depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on a fait, et en même temps, ça rejoint la question de l'informel, l'argent de l'informel. J'avais prévu ça dans les pistes de solutions, parce que, vous savez, l'économie algérienne est à 60% informelle, au moins. Il y a des milliards et des milliards dans l'argent informel qui dort, qui est caché, et cet argent, il faut le sortir. Ça va nous aider, ça va nous éviter d'aller emprunter au FMI. Ceux qui n'arrêtent pas de dire on va emprunter au FMI, on va ceci, on va cela. Non, sortez l'argent informel. Rapatrier l'argent de tous ces gens qui ont sorti l'argent d'Algérie. Vous savez qu'ici au Canada, il y a un député qui a écrit au Premier ministre, au ministre des Finances, pour leur demander de stopper l'arrivée d'argent d'Algérie qui rentre par centaines de milliers d'euros pratiquement par semaine, venant d'Algérie au Canada. Pourquoi on n'arrête pas ça? Pourquoi on ne bloque pas la sortie des devises d'Algérie? Ça fait leur affaire. Non, parce qu'on sait très bien qui les sort. On le sait. Et pour qui? Bon. Donc, ce que j'ai vu au Brésil, c'est
Le peuple a voté Lula, a voté le Parti des travailleurs et a changé finalement, sans la changer dans la lettre, mais il a changé dans l'esprit la constitution et le système politique brésilien, parce que le peuple brésilien était à genoux après 12 ans de néolibéralisme féroce de Fernando Cardoso. Ils n'en pouvaient plus. Là, ils ont voté Lula. Lula arrive, et les intellectuels qui sont autour invitent des gens à travers le monde qui, comme moi, ont développé des façons de sortir d'alternatives à ce modèle néolibéral. Donc, je ne suis pas le seul. Il y a James Galbraith, par exemple, le fils de John Galbraith, il y a Joseph Stiglitz, il y a Krugman, etc. etc. Bon. Et donc, alors, je vais parler de la décentralisation et l'argent informel. Pour la décentralisation, par exemple, on a commencé à Porto Alegre, un projet pilote. Bon, alors, pour votre information, je parle espagnol, je parle portugais, etc. Parce que quand mes livres commençaient à être traduits, j'étais invité un peu partout. Les premiers qui m'ont traduit, ça a été les Espagnols, ensuite les Portugais. Et ils m'invitaient à faire des conférences, mais je faisais des conférences en anglais, avec traduction simultanée, ça leur coûte cher, tout ça. Alors je leur disais, écoutez, si vous me réinvitez dans 6 mois, 8 mois, je vous promets de faire une conférence dans votre langue. Alors j'ai pris la décision d'apprendre les langues dans lesquelles mes livres sont traduits. Alors ils ont été traduits jusqu'au chinois, sauf l'arabe. Parce que vous connaissez la langue. Voilà, j'ai enseigné l'arabe il y a 40 ans, il y a 50 ans, et maintenant je ne suis pas capable de faire une phrase. Tellement, aucun pays arabe ne m'invite, à part la Tunisie et le Maroc, systématiquement. Tunisie et Maroc qui m'invitent systématiquement. Mais le reste, ouais. Donc j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le portugais, etc. Ce qui arrange, ce qui fait que bon, je peux y aller souvent et régulièrement. Donc alors, à Porto Alegre, ce qu'on a imaginé, ça a été de dire aux gens des quartiers, alors ça, c'est en même temps décentralisation et l'argent informel. Même les favelas, les bidonvilles, où même l'armée ne rentre pas, la police ne rentre pas, voilà, rien. Donc, c'était de dire aux gens des quartiers, voilà, le budget de la ville de Porto Alegre, au lieu d'être géré à partir de la mairie, Porto Alegre qui fait tout pour toute la ville, ça sera quartier par quartier. Mais on demande à chaque quartier de Porto Alegre de réunir les sommes qu'il peut pour les projets qu'il juge prioritaires. Le quartier, c'est vous. Bab el-Oued, par exemple. On dit aux gens de Bab el-Oued, pour Bab el-Oued, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui décidez. Désignez-vous un comité, élisez un comité de quartier, des délégués, etc. Décidez ce que vous voulez pour Bab el-Oued. Un stade, une piscine, une école, une université, et une autoroute, et ce que vous voulez, ce qui est prioritaire pour vous, ça l'est pour nous. Bon, mais condition. Vous faites une quête dans le quartier, vous réunissez de l'argent, et nous, gouvernement municipal et gouvernement fédéral, on double ce que vous aurez réuni. Alors, chaque quartier a intérêt à réunir le plus d'argent possible. Si le municipal et le fédéral doublent ce qui réunit, alors qu'est-ce qui se passe? Dans les quartiers, les notables, même les caïds de mafia sont connus. Et ils ne peuvent survivre et avoir leur argent, etc., que parce qu'ils sont soutenus par le silence, ne serait-ce que par le silence des gens du quartier. Donc les gens des quartiers vont les voir et disent, ah ben on sait que tu as ton garage il est plein. Alors sors un peu, c'est pour nos enfants, c'est pour le quartier. Et il ne peut pas sortir. Alors c'est comme ça, Porto Alegre est devenu un exemple de gestion décentralisée de ville et de sortie d'argent informel. Alors pourquoi on ne ferait pas ça en Algérie? C'est la seule solution. Qu'est-ce qui empêche de faire ça en Algérie? Bon, alors je pense à répondre à cette question. L'autre, c'était... La question au niveau de la décentralisation, c'était les menaces quant à l'unité nationale et ok, ah, très bien, très bien. N'est-ce pas? Oui, bien, oui. Bah, écoutez,
Alors là, je vais en profiter pour parler aussi de l'Allemagne. Quelqu'un avait dit tout à l'heure qu'en Allemagne, les salaires, ça c'est de la propagande occidentale 100%. C'est vrai qu'en Allemagne, il n'y a pas de salaire minimum garanti. J'ai travaillé 10 ans avec les Allemands et en Allemagne, je le connais très bien. Il n'y a pas de salaire minimum garanti universel. Il y a des salaires minimum par profession. Il y a salaire minimum des menuisiers, salaire minimum des ingénieurs, salaire minimum des machins. Alors quand on vous dit les Allemands n'ont pas de salaire minimum, c'est vrai. Mais c'est en même temps faux, parce qu'il y a un salaire minimum par métier. Il n'est pas universel, mais il est par métier, c'est tout. Et quand on vous dit qu'en Allemagne, on paye moins de salaire que... Il faut réfléchir un petit peu. Comment se fait-il que l'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Europe? L'Allemagne a en excédent commercial 3 fois le déficit commercial de la France. Qu'est-ce qu'on attend pour inviter des consultants allemands? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on invite toujours des Français? Ils ont 3 fois plus de déficit commercial que l'excédent commercial de l'Allemagne. Dans le même marché, la même monnaie. L'Allemagne est le seul pays qui vend au Japon plus de voitures qu'il n'en achète. Le seul pays au monde. Les Japonais achètent plus de BMW, de Mercedes, de Volkswagen que les Allemands n'achètent de Honda, de Toyota et de Mitsubishi. Bon, alors quand on vous dit l'Allemand il a un salaire bas, ça se peut, plus bas que le Français, plus bas. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il a le logement gratuit, il a l'école gratuite, il a le transport gratuit, système de santé, il a la santé gratuite, etc., etc. Ce qu'on appelle la propriété obligation en Allemagne. Donc il faut faire attention à ces résistances qu'on a comme ça, spontanées. Le modèle américain, français, tout ça, il est tellement dans notre inconscient, dans notre subconscient, dans nos veines, que dès qu'on parle d'un modèle différent, ah mais ils se suicident, ah mais... On l'a sorti en Algérie, là. Ah mais les Japonais, ils se suicident. Et j'ai dit à Sarbi, je connais le Japon, je connais les Japonais, ils adorent se suicider. C'est des samouraïs. Chaque Japonais, il se lève le matin, il se dit, ah je vais me suicider. J'adore ça. Mais quel est notre problème, nous, en Algérie? Laissons-les se suicider, mais faisons des Honda. Et nous, on ne se suicide pas. C'est lève. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Les Allemands, ah, mais c'est des nazis. Ah, c'est des nazis. Il y a ça, laisse le nazi. Mais fais Mercedes. Les Suédois, ah, des alcooliques, ils se saoulent. Il y a ça, laisse-les se saouler. Mais fais Volvo. Bon, alors, je commence à être fatigué, moi, de ces objections qui sont des mécanismes de défense pour défendre un système qui est devenu indéfendable. Bon, alors donc, voilà, pour la décentralisation. Alors, la décentralisation en Algérie, ethnie, etc., écoutez, plus différents, quasiment culturellement, je dirais même ethnologiquement, que les Länder allemands. Si on prend l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ex, l'Allemagne de l'Ouest, bon, l'Allemagne réunie maintenant, mais alors c'est encore pire si on ajoute l'Autriche. Sud et Nord. Hein? Sud catholique, le Nord protestant. Bien sûr, la Bavière est totalement catholique, le Nord est protestant, il y a le luthéranisme, il y a le machin, il y a le calvinisme, il y a le Hochdeutsch, qui est l'allemand officiel, que les Allemands parlent, mais il y a le bavarois, c'est une langue à part. Le Plattdeutsch. Le machin, Brandebourg, etc. Bon, donc, il n'y a pas de raison. Et les Länder allemands fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème. Länder, c'est des régions. Donc la Bavière, le Brandebourg, le je sais pas, l'Ex-Prusse. Et chaque région a son parlement, comme en France. Gouvernement. En France, il y a des parlements régionaux, etc. Et ils ont leur gouvernement. Et puis il y a le gouvernement central qui s'occupe des choses comme ici, la Fédération canadienne. Le gouvernement fédéral s'occupe de la défense, des affaires étrangères, de ceci, de cela, etc. Et chaque province s'occupe des problèmes. Pourquoi on ne ferait pas ça en Algérie? Il n'y a aucun problème. Et que la Kabylie devienne une région, ce serait comme la Bavière en Allemagne. Quel problème?
que le Bzab devienne une région, quel est le problème? Ça serait comme le Hannover, la région de Hambourg en Allemagne, qui parle une autre langue. Où est le problème? Donc tout ça, c'est une question tout simplement de raison politique et de sens politico-social. C'est-à-dire que la société, quelle qu'elle soit, qu'on soit kabyle, qu'on soit bavarois, qu'on soit brandebourgeois, qu'on soit mozabite, qu'on soit oranais, qu'on soit machin, on va accepter un système qu'on comprend et auquel on adhère. C'est tout. Pas compliqué. Alors un système qui vous dit les affaires qui vous concernent, c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité en Allemagne. Toute décision ne se prend que là où elle s'applique. Il n'y a aucune décision qui se prend à Berlin et qui s'applique à Munich. Mekesh. Décision qui s'applique à Munich, elle se prend à Munich. Point. Bon, en Algérie, on peut faire la même chose. Et on aura donc une fédération et des régions qui existent, qui sont... Il n'y a pas de problème. Quelle autre question? Il me semble que le monsieur voulait savoir en tant qu'Algérien, vous connaissez la culture algérienne, avez-vous pensé à un système économique qui prend en considération la culture algérienne en tant que telle? Oui, absolument. Donc, voyez-vous, la question de culture est à la limite, c'est une fausse question. Parce que tout ce qui est une fausse question, je m'entends bien, hein, par rapport aux considérations d'économie politique. D'accord? L'économie politique. Alors, il faut distinguer deux niveaux quand on parle de culture et de culturel. Il y a le niveau anthropologique, c'est-à-dire tout ce qui touche l'être humain. Il y a le niveau ethnologique, ce qui touche les façons de faire locales. Ça va? Par exemple, être en colère chez un Italien, c'est des gesticulations, c'est bon. Un Anglais en colère, c'est choc. Mais au niveau anthropologique, les deux vivent le même sentiment, c'est la colère. Mais au niveau ethnologique, la façon d'exprimer la colère est différente. L'italien le fait d'une façon, et le britannique le fait d'une autre façon. Alors chez nous, le même élément de politique économique, c'est-à-dire un principe de redistribution égalitaire, éthique, équitable des richesses de la région, qu'on soit kabyle, qu'on soit mozabite, qu'on soit oranais, qu'on soit algérois, eh bien, tous, on va accepter le principe de distribution de richesses, mais on va le faire à la kabyle, en Kabylie, on va le faire à la mozabite, à Aldaya, et à l'oranaise, à Oran. Voilà. Où est le problème? On va partir au Sahara pour distribuer les richesses du Sahara dans ce cas. Non? Excusez-moi, mais on va tous partir au Sahara dans ce cas parce que toutes les richesses sont là-bas. C'est ça le problème. Alors là, non. Là, poser une autre question, c'est la souveraineté sur la propriété, la destination de la source de la richesse. Alors, écoutez, par exemple, si je prends le Canada, la loi fédérale canadienne fait des richesses du sous-sol canadien quelque chose qui est sujet à péréquation. Le pétrole albertain, ce pas les Albertains qui en profitent, totalement. Ils sont obligés d'en partager une partie. Donc c'est dans ce sens-là. Un fédéralisme. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait de la gouvernance en région, du moment qu'il y aurait des richesses communes à partager et à redistribuer. Mais bien entendu. Donc ce modèle de décentralisation, ce n'est pas un modèle de décentralisation pure. C'est tout ce que je... Mais écoutez, non, alors, modèle de décentralisation pure... Partager quand ça nous arrange et ne pas partager quand ça nous arrange. Donc il faut savoir à quel niveau écoutez, non, modèle de décentralisation pure, ça voudrait dire l'indépendance, l'autonomie à ce moment-là. Donc le Sahara indépendant et puis il fait ce qu'il veut avec son pétrole. Non. C'est pour ça qu'il y a des décisions sur la décentralisation. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Länder allemands. Le Länder allemand, toutes les décisions qui doivent se prendre pour la Bavière se prennent en Bavière, mais s'il y a des richesses en Bavière qui sont importantes,
Le fédéral est là pour faire en sorte que le Bavarois ait un niveau de vie pas trop supérieur à celui du Brandebourg qui n'a pas de pétrole. Donc le fédéral est là pour prendre un peu du pétrole de Bavière et le redistribuer sur... Et la façon de le redistribuer au Brandebourg, ce sont les Brandebourgeois qui le décident. Nous, notre pétrole, un gouvernement fédéral à Alger dit le pétrole du Sahara appartient à tous les Algériens. Et puis, basta. Le poisson de la Méditerranée appartient à tous les Algériens. S'il y a trop de poissons à Mostaganem et pratiquement pas de poissons à Skikda, eh bien, on va faire en sorte que le surplus de poissons de Skikda compense le manque de poissons à Mostaganem ou l'inverse. Mais la façon de partager le poisson à Mostaganem ou à Skikda, ce sont les gens de Skikda et les gens de Mostaganem qui le décident. C'est ça, décentralisation, régionalisation et délégation. Oui. La dernière question était, parce que vous aviez mentionné que le pouvoir était l'argent, mais l'expérience algérienne jusqu'à l'arrivée de Bouteflika et Sagleg a été que le pouvoir est toujours entre les mains de l'armée, l'ASM, donc un peu, si vous pouvez élaborer par rapport à ça. Très bien, très bien. Oui, là j'ai parlé, parce que j'ai parlé un peu trop vite de ça, c'est ce que j'appelle les facteurs de pouvoir. Le pouvoir, c'est pas quelque chose d'abstrait comme ça en soi. Hein. Le pouvoir, il y a des facteurs qui le représentent, qui le concrétisent. Donc, il y a certaines régions où je vous ai dit où c'est des coquillages, d'autres c'est des terres, d'autres c'est la noblesse, d'autres c'est le nom de famille, d'autres etc. Bon, passons. Mais il y a eu une période, vous avez raison, en Algérie, où le pouvoir, c'était d'être dans la métaphysique révolutionnaire, l'armée des frontières, etc. Bon, on connaît tous l'histoire. Et puis, à partir de là, il n'y a jamais eu vraiment de système républicain en Algérie. Il y a un capitalisme d'État qui était complètement verrouillé par une clique qu'on connaît très bien, qui s'appelait le CNRA. Ça a commencé au congrès de Tripoli. À Tripoli, ils se sont étripés comme des chiffonniers, entre Ben Bella, Ben Khedda, etc., même des insultes, des grossièretés innommables. Et tout ça pour garantir ce que voulait d'ailleurs l'Occident, ce que voulaient les Français, etc., d'une certaine façon, que ce soit l'armée des frontières qui arrive. Vous savez qu'il y a eu une bataille, qu'il y a eu des tanks, des avions, ça s'est arrêté à El Afroun, et c'est parce que le peuple avait crié Sébastien Barakat. Sébastien Barakat, s'est arrêté à El Afroun, mais à partir de là, on a installé Ben Bella, on a installé un pouvoir qui préparait Boumedienne, qui préparait, etc., etc., et bon, donc un pouvoir en Algérie qui faisait de l'Algérie un pays en fait néocolonialisé avec nos propres nouveaux pieds noirs. Alors il ne faut pas se leurrer non plus hein, sur le colonialisme. Le mouvement de décolonisation qui a commencé à partir des années 50 et qui s'est terminé vers la moitié des années 60, c'était voulu par les puissances coloniales. De Gaulle l'a dit en 58. En 58, il a dit l'Algérie sera indépendante dès qu'il est arrivé au pouvoir. Bon. Et après, il a dit aux pieds noirs à Alger, je vous ai compris. Bon, alors pourquoi? Parce que tout simplement, garder les colonies, c'était gaspiller de l'argent pour les administrer et les exploiter. Et ça risquait de devenir trop cher. De continuer à administrer des colonies qui deviennent de plus en plus populeuses, etc. Donc, le meilleur pour les pays colonisateurs, c'était de nous donner l'indépendance. Vous êtes indépendant, donc moi, ça ne me coûte plus rien de vous administrer, et je continue à siphonner vos richesses. Le pétrole, le gaz, etc., etc., etc. Écoutez, entre pays du Maghreb, depuis Alger jusqu'au Caire, on a entre 3 et 5% d'échanges entre nous. 95% des échanges avec la France, avec l'Europe, avec les anciens pays colonisateurs, toute l'Afrique d'ailleurs, toute l'Afrique. Alors, quand vous avez ce mouvement d'échange, qu'est-ce qui s'échange? Franchement, écoutez, chaque jour, nous, on n'exporte que des produits
sans valeur ajoutée. Donc le Maroc du phosphate, nous du pétrole, du gaz, etc. Il n'y a aucune valeur ajoutée à ça. Et qu'est-ce qu'on apporte de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne, je ne sais pas, des ex-pays colonisateurs? On importe des produits à valeur ajoutée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Ils nous disent aujourd'hui, une Mercedes, c'est 1 tonne de pétrole. Une semaine après, ils nous disent maintenant, une Mercedes, c'est 2 tonnes de pétrole. Voilà, t'as prendre ou à laisser. C'est 4 tonnes de phosphate. 2 semaines après, c'est 8 tonnes de phosphate. Pour vous donner un exemple, une Jeep, en 1959, une Jeep coûtait au Cameroun 14 sacs de café. 14 sacs de café en 1959. 10 ans après, 69, 70, c'était 60 sacs de café pour la même Jeep. Ça va? Alors voilà pourquoi, donc eux, les ex-pays colonisateurs, ils ont intérêt. Ils continuent à siphonner nos richesses. La dévaluation du franc CFA en 98. Vous savez ce que veut dire le franc CFA? Oui. Hein? Colonie française d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Il existe toujours, CFA. En 98, ils l'ont dévalué de 100%. Ce qui fait que les produits des pays d'Afrique de l'Ouest qui pratiquent le CFA, tout ce qui vendait à la France du jour au lendemain était moitié moins cher, et tout ce qu'ils achetaient à la France du jour au lendemain était 2 fois plus cher. Alors voilà où on en est. Est-ce que c'est des pays indépendants, ça? Bon, donc il y a tout ça qu'il faut. C'est pour ça que je dis, si on fait une constituante et si on fait une nouvelle Algérie, j'espère que ça y arrivera. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, et qu'on cesse de me dire il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de ceci. Tant mieux, tant mieux. Moi, je préfère ça encore. Mais à un moment donné, il faudra que ce soit le système, c'est-à-dire ce que j'appelle ce néo-pouvoir, qui finisse par admettre ce que veut le peuple, qu'il le comprenne, et qu'il soit prêt à dialoguer, et qui dise au peuple algérien, allez-y, désignez vos représentants. Hirak, désignez vos représentants. Ceux que vous nous désignez, on les prend, et je dis bien dialoguer, je ne dis pas négocier. Parce que négocier, c'est négocier avec des préalables. Donc, avec ce système, il n'y a aucun préalable. Aucun. Tout est à remettre à plat. Tout. Et du jour au lendemain, on a les subdivisions. On a les quartiers, on a les daïras, on a les communes. On demande par commune désigner 2, par daïra désigner 10, par wilaya désigner 15. Où est le problème? Et en 3 mois, 2 mois, on aura des gens qui vont se réunir et qui feront le début d'une constituante pour aller vers... Il n'y a aucun problème, je ne vois aucun problème. C'est juste une question d'acceptation de ce que veut le peuple algérien. Raoul Farah, je suis politologue et je suis aussi coordonnateur d'un mouvement citoyen qui s'appelle Eptica, dans la section Canada ici. On réfléchit en fait en ce moment sur les mécanismes, les institutions et l'architecture globale de la transition. C'est avec intérêt que je suis venu suivre aujourd'hui votre présentation. Ma question est extrêmement précise. Oui pour une transition, oui pour une assemblée constituante. On sait très bien qu'une transition, c'est le passage d'un régime autoritaire vers un régime démocratique. Quelle est, d'après vous, la meilleure architecture institutionnelle qui va permettre de structurer une transition qui garantit le passage vers un régime d'état de droit et une démocratie? Donc ça, c'est la première. La deuxième, on sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas on ne pourra pas, en tout cas, commencer par une assemblée constituante tout de suite. Il faudra probablement un gouvernement de compétence nationale qui, d'après moi, serait forcément le premier acteur à être désigné et qui réunirait les conditions d'élection d'une assemblée constituante qui aurait comme prérogative principale ou plutôt unique d'écrire une constitution. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que l'assemblée constituante est-ce que l'Assemblée constituante aurait pour seule prérogative l'écriture de la Constitution,
ou est-ce que vous la voyez en mode duel, c'est-à-dire qu'elle serait à la fois constituante, rédaction de constitution, plus conseil législatif? Parce qu'il faudra aussi un conseil législatif pour faire passer les avant-projets de loi qui vont permettre de le faire. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup Omar pour je suis économiste. Pas grave. Ouais, on va trouver une solution. Mais je voulais dire, il ne me viendrait jamais à l'esprit de penser, je suis conscient, j'ai lu quelques-uns de vos ouvrages, de vous accuser en matière politique, pas économique, de naïveté. Jamais il me viendrait à l'esprit. Parce que l'économique, vous l'avez dit, le substrat de tout projet de société, donc il est intimement lié étroitement à la sphère économique. La sphère économique, elle est liée à la sphère politique. Moi, mon problème, j'entendais tout à l'heure que le capitalisme pouvait s'agir, gagner un peu en sagesse. Je ne suis pas très sûr, mais le modèle dont vous parlez, je pense que c'est un héritage de la social-démocratie, la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est le volontarisme de ces intellectuels, de ces penseurs, à corriger ce qu'ils considéraient comme étant des tares du modèle, je ne sais pas comment le qualifier. Sauvage. Oui, ok, c'est ça. Mais en ce qui concerne l'Algérie, moi je crois en une chose. Je ne pense pas à la possibilité de transférer des modèles. Je pense comme ce que vous avez dit, qu'on peut beaucoup apprendre des expériences des autres peuples, des autres pays. C'est la question pertinente posée par certains qui disaient notre culture à nous, comment on peut la greffer sur un modèle à formaliser. Mais j'ai envie de dire, notre problématique à nous, répondait à cette question. J'ai longtemps réfléchi à cette question. Notre problème chez nous, d'ailleurs depuis l'indépendance, vous avez rappelé Tripoli, le Congrès, et ce qui s'est passé entre les dirigeants nationalistes. Moi, ce que je pense, c'est que l'État, qui est l'otage, à chaque fois par décennie, etc., il est l'otage d'un groupe qui domine, ce que vous appelez la classe dominante, ou le bloc social, comme dirait Gramsci, le bloc historique. Il a phagocyté la société, et dans le cas précis de Bouteflika, il a clientélisé la société. On ne veut pas de société civile. C'est ça la problématique. On ne veut pas. On ne veut pas que la société civile s'autonomise, que les industriels, les entrepreneurs, les bourgeois, les travailleurs, les médecins, les femmes, etc., les jeunes s'organisent de façon indépendante par rapport à ce pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté quand on parle de « c'est facile d'élire ». Moi, mon expérience, c'est pas facile d'élire. Cette problématique de la constituante, le processus constituant, ne viendra pas. Il faut faire preuve de beaucoup de volontarisme, beaucoup de solidarité, beaucoup de confiance entre les Algériennes et les Algériens pour pouvoir le réussir et le faire. Faisons le pari qu'on serait capable demain de produire notre, est-ce que j'exagère en disant ça, notre bourgeoisie industrielle nationale, autocentrée, qui pense à développer le pays, qui pense à le développer, mais qui accorderait aux travailleurs la possibilité de défendre leurs intérêts. Merci. Bonjour monsieur, merci pour votre temps et pour la conférence. Moi j'ai deux questions en fait. La première concerne, Moi j'ai deux questions. La première concerne le timing du processus constituant. En fait, c'est quoi les étapes du processus d'après vous? C'est quoi le timing? Quand est-ce qu'il faut le faire? Si l'exemple du Portugal, les gens sont passés village par village et puis demander aux gens de désigner leurs représentants. Quand est-ce qu'il faut? C'est quoi le bon timing? Parce que là, je vais aller très vite. Si on attend, on continue à sortir les vendredis en Algérie, peu marche, le pouvoir est toujours en place, jusqu'à quand? Ou alors faut-il le faire sans attendre forcément qu'ils partent et que nous s'organisent? Donc le timing. Deuxième question concerne le modèle allemand, ou alors le modèle libéral tel que vous l'avez espéré, contrôlé, régulé. Mais en fait, c'est quoi les grandes lignes de cette régulation-là? Parce que essentiellement, ce qui me préoccupe, moi, c'est des systèmes, quels qu'ils soient, en théorie, qui étaient nobles, y compris les systèmes les plus partageurs, économistes, d'extrême gauche, quelque chose comme ça. Au bout de quelques années, en fait, ils ont donné des nomenclaturas, justement, des classes sociales qui finalement, même dans le système de l'Europe de l'Est de l'époque communiste, une caste qui partageait les richesses, en fait, même dans ces systèmes-là. Alors, dans un système libéral, ça risque de se reproduire. Donc, c'est quoi
l'Allemagne, par exemple, c'est quoi les mécanismes régulateurs qui font éviter la nomenclature? Voilà, merci. Très bien. J'y vais là, ça va? Oui. Bon, alors, le processus constituant, il n'y a pas de modèle unique. Il y a une variété, comme je l'ai présenté dans les 4 ou 5 exemples que je vous ai montrés. J'en ai vu bien d'autres. Donc, le processus constituant, ça peut être, oui, comme on l'a dit. J'ai préparé toute une série, mais c'est dans l'autre diapositive, donc je vais essayer de le faire par de mémoire. C'est bien évidemment assurer un minimum de continuité de la gestion des affaires courantes en Algérie. C'est ce que doit faire ce gouvernement qui est là normalement et qui est illégal. Or, ce qu'il est en train de faire, c'est doublement illégal parce qu'il est en train d'adopter des lois qui vont engager le futur pouvoir pour des années. La loi sur les hydrocarbures, la loi de finances, ils sont revenus sur le 51-49, etc., etc. Donc tout ça fait les 10 wilayas qui viennent de créer, c'est ça, 10, oui, 10 nouvelles wilayas, de ce que j'ai compris. Et combien 5 10, bien 10, hein, 10, oui. Alors là, c'est complètement illégal, illégitime. Donc ce qu'il faudrait, c'est, oui, bien sûr, les affaires courantes, un gouvernement de... J'aime pas le terme compétence parce que ça voudrait dire que les autres n'étaient pas compétents, peu importe, mais un gouvernement technocratique. Un gouvernement qui gère les affaires courantes de l'Algérie pour que l'Algérie continue à fonctionner. Bon, alors, ce gouvernement peut être aussi chargé, ça existe dans les exemples que j'ai vus, peut être chargé en même temps, appuyé par un conseil, comme il a dit, conseil législatif, un conseil judiciaire, de juristes, etc. Ben, bien sûr, il en faut. Rédiger lui-même une constitution qui peut être ensuite soumise à référendum. Bon, ça c'est un scénario. Un scénario qui peut être assez rapide. On désigne un gouvernement qui est accepté par l'Assemblée algérienne, ça veut dire que tout le système qu'on connaît barra, et quelqu'un, une autre institution, une autre entité qui, je ne sais pas, qui serait des émanations des corps constitués en Algérie. Il y a les syndicats autonomes, il y a les régions, il y a les Arches en Algérie, il y a en Kabylie, pardon, il y a etc., etc. Donc on a un certain nombre de corps constitués traditionnels et de corps constitués du système politique algérien comme les syndicats, tout ça, qui pourraient désigner ce gouvernement de technocrates totalement indemne et indépendant de quoi que ce soit qui ait à voir avec ce système. Ça, c'est une condition sine qua non totale, c'est la ligne rouge. Voilà. Donc, ça peut être un processus assez rapide à ce moment-là. Donc, il rédige un projet de constitution. Et ce projet de constitution peut être soumis soit à référendum directement au peuple, soit à une assemblée constituante désignée pour avaliser, corriger, compléter, etc. le projet de constitution. Ou ça peut être, comme en Tunisie, comme au Portugal, comme en Équateur, donc, que j'ai vu de l'intérieur, demander simplement aux différentes composantes de la société de l'Algérie de désigner des représentants, et ces représentants deviennent des membres de l'Assemblée constituante. Alors on peut demander, je le dis encore, à Radaya, à Tizi Ouzou, à machin, à Oran, à truc, de désigner le processus constituant, ça n'est rien d'autre que la réunion de gens légitimés par la population à qui on donne le mandat de penser le projet social. Et ce nombre de gens se désignent des experts dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Donc des experts en loi législative, etc., en économie, en ceci, en cela, qui vont conseiller et encadrer les différents comités qui vont
rédiger les différents articles de cette Constitution. Bon, donc je ne vois vraiment pas où est le problème pour le processus constituant, ça peut se faire tailler. Alors, qu'est-ce que c'était l'autre question? C'est le bon timing. Le timing. Ben oui, le timing, ça peut être très rapide. Il suffit que M. Gaël Salah, puisque c'est lui le au pouvoir, il suffit qu'il dise demain, je suis prêt, on est prêt à dialoguer et on donne au Hirak la possibilité et la demande de désigner ses représentants. Combien de temps voulez-vous que ça prenne pour que Bougie, Tizi Ouzou, enfin Bjaya, machin, Oran, combien de temps ça va prendre pour qu'ils choisissent parmi les Oranais, parmi les gens de Tizi Ouzou, parmi les gens de Bjaya, combien de temps ça va prendre pour qu'ils choisissent 10-15 personnes pour aller à Alger réfléchir sur la Constitution? Combien de temps ça va prendre? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Bon, où est le problème? Moi, ça ne me pose pas de problème, cette question de temps. Moi, ce qui me pose problème, c'est de mettre en place véritablement des conditions telles que cette constituante, 1, représente toute l'Algérie, 2, représente toutes les sensibilités politiques, sociales algériennes, et 3, qu'elle n'ait comme objectif qu'un projet social pour le bien-être de l'Algérie. Si ça prend 2 mois, tant mieux. Si ça prend 1 an, mais allez. Mais il faut que ces conditions soient réunies. C'est quoi les critères? En fait, ma question de timing, c'est pas combien de temps ça nous prend pour se faire, c'est quand est-ce qu'il faut le faire. Parce que là, vous dites, si le Gates le dit, on est tributaire de sa décision. Ou alors, ne devons-nous pas l'attendre du tout et commencer à s'organiser? Comment voyez-vous ça? La première fois, la constituante, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sur place, elle aura juste comme un seul mandat, c'est d'écrire la Constitution, ou elle aura aussi le pouvoir législatif? Non, mais ça peut se faire au fur et à mesure. Comme je l'ai vu en Équateur, ça peut se faire au fur et à mesure. À un moment donné, cette assemblée constituante était surtout chargée de recenser les grandes lignes d'intérêt, de souhaits, etc., de chaque grande composante de l'Équateur. Une fois ça a fait, ça a pris 3 semaines, je pense, ou 1 mois, une fois ça a fait, cette même constituante était invitée soit à aller chercher de l'expertise nationale, soit internationale. Donc j'ai fait partie de l'expertise internationale qui a été invitée, il y en a d'autres, de Belgique, de France, d'un peu partout, et rédiger un projet de constitution. Ensuite, ce projet de constitution peut être soumis à une constituante élargie ou rétrécie, ou etc. Tout dépend du processus, ça n'a aucune importance. Ça peut évoluer, mais ça peut être un projet, ça peut être un référendum, ça peut être un projet soumis à un référendum et à correction, ça peut être rédigé par un gouvernement soumis à une constituante qui soumet à un référendum et ensuite soumis à ratification par une assemblée des représentants des régions, des sages, etc., hors constituante. Il y a 1000 variantes, mais le processus, l'essentiel, c'est de le lancer. Si je peux juste répliquer, M. Aktou, je crois que l'Assemblée constituante, si on veut qu'elle soit extrêmement bien faite, et c'est ça ce qui fait peur à beaucoup d'Algériens, c'est que ses prérogatives doivent être vraiment claires dès le début dans la petite constituante, parce qu'on ne peut pas rester sans constitution entre la fin de la constitution de 2016 et le début de la prochaine constitution. Donc il doit y avoir une petite constituante dans laquelle les prérogatives de l'Assemblée constituante